L'Europe et la France sont-elles complètement isolées? Il ne resterait que quelques points de désaccord à régler avant de trouver un potentiel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. C'est en tout cas ce que déclare Donald Trump, qui est au cœur des négociations en ce moment. Alors où en est ce plan et surtout à quel point est-ce que les Européens et les Ukrainiens sont impliqués? Et on verra que c'est quelque chose qui est intéressant et important à observer. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Alors Donald Trump, déjà lors de la campagne présidentielle il y a plus d'1 an maintenant, il avait promis de régler la question de la guerre en Ukraine en 24 heures. Un peu plus d'1 an après, eh bien les discussions se poursuivent. L'Ukraine a affirmé la semaine dernière avoir reçu de la part des États-Unis un projet de plan en 28 points pour mettre fin au conflit. Alors on va pas revenir sur l'ensemble de ce plan parce qu'on en a déjà parlé et surtout il a évolué depuis, mais tout de même c'est un élément de contexte important. Ce plan qui a été préparé par les États-Unis et par la Russie, il prévoyait notamment que l'Ukraine cède entièrement à la Russie la région de Louhansk ou encore celle de Donetsk, qui sont des territoires à l'est de l'Ukraine que la Russie a annexé illégalement en 2022 sans en contrôler la totalité militairement. A noter par ailleurs que les régions de Kherson et de Zaporizhzhia, qui sont donc deux régions ukrainiennes, seraient elles partagées en fonction de l'actuelle ligne de front. Ce plan, il proposait aussi une réintégration importante de la Russie dans l'économie mondiale, notamment l'idée de réintégrer la Russie dans le G7 pour que ça redevienne le G8 et donc un rassemblement des plus grandes économies mondiales. Et le texte, il proposait aussi que l'armée ukrainienne soit limitée à 600 000 militaires maximum et que l'Ukraine ne s'engage jamais dans l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance politico-militaire de pays occidentaux qui est menée par les États-Unis et dont fait partie notamment la France. Bon, et dernier élément de contexte, après je m'arrête là-dessus, mais le texte, il prévoyait également une amnistie totale pour toutes les parties impliquées dans ce conflit. Ça veut dire que les potentiels crimes commis sur le champ de bataille ainsi que les actions de Vladimir Poutine avec évidemment cette invasion, évidemment des crimes de guerre aussi qui ont été commis, eh bien ils ne pourraient pas être poursuivis. Et en échange de tous ces plans clairement en faveur de la Russie, l'Ukraine devrait recevoir, je cite, des garanties de sécurité fiables américaines, sauf que ces garanties, elles n'étaient pas précisées. Bon alors, on va pas y passer par quatre chemins, allons droit au but. Ce plan, il a été très mal reçu par l'Ukraine et ses alliés qui ont jugé ces mesures beaucoup trop favorables à la Russie, notamment donc avec ces territoires ukrainiens annexés illégalement et qui seraient cédés à la Russie. Certains parlaient même d'une forme de capitulation ukrainienne avec un tel accord et certains spécialistes ayant consulté le plan ont même supposé que c'était parfois une traduction mot pour mot de revendications venant de la Russie, avec donc des revendications en russe traduites en anglais et présentées ainsi directement par les États-Unis. Bon, et l'un des points importants, on le disait, c'est que l'Ukraine comme l'Union européenne avait notamment vivement critiqué ce plan en affirmant que ni les Ukrainiens ni les Européens n'avaient été consultés dans son élaboration. Le gouvernement ukrainien avait alors indiqué vouloir retravailler certaines parties du plan. Il y a donc eu des discussions à Genève en Suisse le week-end dernier, cette fois-ci donc avec les États-Unis, l'Ukraine et les alliés européens, et le plan il a finalement été modifié. En ce moment, on est donc sur une discussion, une nouvelle proposition avec un plan dont les détails n'ont pas encore été rendus publics, mais selon plusieurs médias qui ont pu échanger avec des responsables et des officiels, certains paragraphes du précédent plan ont tout simplement été rayés de la liste. Il ne serait notamment plus question pour l'Ukraine de renoncer au territoire conquis par la Russie ou encore de diminuer la taille de son armée. C'est donc un nouveau plan et des discussions qui ont été saluées un peu de tous les côtés, en tout cas côté européen et côté ukrainien, tandis que côté russe, Dmitri Peskov, le porte-parole de Poutine, a déclaré ce lundi que la Russie n'avait pour le moment reçu aucun compte-rendu officiel de ces nouvelles négociations en Suisse. A priori, il y a un déplacement prévu d'officiels américains en Russie la semaine prochaine pour tenter de les convaincre de signer ce plan. Mais alors, quelle est la place de l'Union européenne dans ces négociations? Eh bien, disons-le, certes, ils ont été réintégrés il y a quelques jours, mais autrement, l'Union européenne notamment restait en grande partie isolée dans ces discussions. En fait, selon plusieurs analystes, les États-Unis, ils profitent actuellement d'une situation qui est escalée, c'est-à-dire que l'Ukraine dépend énormément de l'aide militaire et diplomatique des États-Unis, et donc les États-Unis en profitent en quelque sorte. En effet, aujourd'hui, l'Ukraine, elle repose sur l'aide militaire américaine et européenne, sauf que, disons-le, dans les faits, l'Europe serait incapable de compenser un retrait de l'aide américaine, et donc si les États-Unis veulent arrêter d'aider pour imposer un accord, d'une certaine façon, ils ont les cartes pour essayer de le faire. Un des exemples, si l'Ukraine ou l'Europe rejetait l'accord, on peut imaginer que Trump pourrait par exemple couper tout partage de renseignements ou d'aide militaire à l'Ukraine comme il l'a déjà menacé, ce qui évidemment rendrait la situation extrêmement difficile pour l'Ukraine. Et puis même du côté de l'Union européenne en soi, il y a selon beaucoup de spécialistes une forme de dépendance vis-à-vis des États-Unis qui prend la forme notamment de l'article 5 de l'OTAN. Pour rappel, les États-Unis c'est le pilier donc de l'OTAN, de cette alliance-là, et c'est une alliance qui inclut de nombreux pays européens. L'un des systèmes les plus importants de l'OTAN, c'est l'article 5 de ces traités.
l'article 5 qui dit que si un pays membre de l'OTAN est attaqué, tous les autres sont tenus d'intervenir et de l'aider. C'est donc une forme de protection aujourd'hui pour les pays européens s'ils sont attaqués par un pays, d'avoir le soutien des États-Unis derrière. Sauf que donc certains estiment que Donald Trump pourrait à nouveau menacer de se retirer de l'accord s'il estime donc qu'il est lésé d'une façon ou d'une autre. Bref, vu comme ça, forcément, ça place les Européens dans une forme de position de faiblesse, même si, on l'a dit, il faut quand même noter qu'il y a donc une réintégration des Européens il y a quelques jours. Alors maintenant, il y a deux formes d'incertitude en fait qu'il va falloir observer. Déjà, est-ce que la Russie va accepter un tel accord? C'est en réalité relativement peu probable, d'autant que certains estiment que la Russie n'a pas forcément intérêt à signer un traité de paix aujourd'hui. Ça rejoint d'ailleurs le second point, la seconde incertitude, c'est est-ce que la Russie veut aller plus loin? Beaucoup estiment que si elle en est capable, la Russie veut aller plus loin sur le territoire ukrainien. Et ça, on a notamment en tête évidemment le début de l'invasion massive en 2022, le fait qu'au départ, ils avaient notamment ciblé Kiev, donc la capitale de l'Ukraine. Et plus globalement, on peut citer évidemment le rejet, le déni de l'histoire en tant que telle de l'État ukrainien. Et l'autre question évidemment, c'est est-ce qu'il souhaite aller au-delà de l'Ukraine? Et là, il y a plusieurs aspects, on en a déjà parlé, la question de son discours. Dans son discours, clairement aujourd'hui, il a une dimension impérialiste, il réhabilite certaines figures historiques qui avaient une dimension clairement impérialiste. Et donc d'un point de vue de discours en tout cas, il a clairement cette volonté-là. Alors maintenant, est-ce qu'il en est capable, notamment économiquement, puisque la guerre en Ukraine a fortement affecté l'économie de la Russie? Par ailleurs, jusqu'où est-ce qu'il souhaite aller réellement? Là, il y a une forme d'incertitude. Et puis il y a l'incertitude évidemment sur la réponse potentielle des Européens. Quoi qu'il en soit, ça me semblait essentiel de faire un point là-dessus aujourd'hui. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'État français va porter plainte contre les plateformes chinoises AliExpress et Joom, selon une annonce du ministre du Commerce Serge Papin ce mercredi sur TF1. Les sites avaient mis en vente librement une poupée à caractère sexuel représentant une fillette. Ces sites sont aussi accusés de vendre des produits illicites et dangereux non conformes aux règles françaises, comme des machettes ou des poings américains. Avec cette action en justice, le gouvernement souhaite mettre fin, je cite, au Far West numérique, selon le ministre du Commerce. Et concernant les mesures déjà engagées contre Shein, le ministre de l'économie a précisé son souhait que la plateforme, je cite, donne la preuve que ce qu'elle va remettre en vente respecte nos codes de consommation. Il a aussi ajouté qu'il allait porter ses plaintes au niveau européen. Deuxième actu, l'armée israélienne a lancé ce mercredi une opération militaire dans le nord de la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël illégalement selon le droit international. Selon l'armée israélienne, cette opération a pour but d'empêcher, je cite, au terrorisme de s'y implanter. L'armée a précisé à l'AFP qu'il s'agissait d'une nouvelle opération après celle du même type lancée en janvier dernier, sans dévoiler plus de détails. L'opération vise notamment la ville de Toubas, au nord du territoire. Le gouverneur du territoire, qui a été joint par l'AFP, a fait état de raids israéliens sur sa ville, mais aussi dans les localités voisines de Tamoun, Tayassir et dans le camp de réfugiés palestiniens de Farah. Selon lui, l'armée israélienne aurait, je cite, ouvert le feu avec des mitrailleuses lourdes sur des civils visant des immeubles résidentiels. De son côté, l'armée israélienne n'a pour l'instant pas réagi à ces accusations. Depuis le 7 octobre 2023, en Cisjordanie, plus d'1 millier de Palestiniens, des civils et des combattants, ont été tués par les forces israéliennes, selon un décompte de l'AFP à partir de données de l'autorité palestinienne. Parallèlement, 43 Israéliens, des civils et des militaires, ont été tués dans des attaques palestiniennes ou des raids militaires, selon les données officielles israéliennes. Troisième actu, le président de Taïwan, Lai Ching-te, a dévoilé ce mercredi un plan d'investissement qui prévoit une dépense de 40 milliards de dollars pour renforcer la défense de l'île face à une éventuelle invasion chinoise. En fait, depuis plusieurs années, la Chine revendique l'île comme une partie intégrante de son territoire, un discours auquel Taïwan s'oppose et qui anime les tensions militaires et politiques entre Taïwan et la Chine. Et donc ce plan d'action pour la sauvegarde de la démocratie taïwanaise et de la sécurité nationale, c'est son nom officiel, prévoit des acquisitions d'armes auprès des États-Unis et le développement du T-Dome, un système de défense anti-aérienne. Cette initiative, elle fait suite à la première vente d'armes américaines à Taïwan depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier dernier pour 330 millions de dollars. À noter que le président taïwanais avait déjà annoncé des projets d'augmentation des dépenses de défense. Il comptait y allouer 3% du PIB en 2026 et 5% à l'horizon 2030. Le PIB, c'est l'ensemble des richesses produites par un pays en un an. Mais il pourrait être difficile pour le gouvernement de faire valider le budget car le Parlement est contrôlé par l'opposition qui est donc favorable à un rapprochement avec la Chine et pourrait donc bloquer le financement. De son côté, la Chine n'a pas encore réagi à cette annonce. Quatrième actu, Jair Bolsonaro, l'ancien président du Brésil, a commencé ce mardi à purger sa peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Il était jusqu'ici assigné à résidence. À noter d'ailleurs qu'il a tenté de brûler son bracelet électronique avec un fer à souder il y a quelques jours avant d'être placé en détention provisoire pour, je cite, risque de fuite et
élevé. Le tribunal suprême brésilien a donc considéré que tous les recours de Jair Bolsonaro avaient été épuisés. L'avocat de l'ex-président brésilien a jugé de son côté que cette décision était, je cite, surprenante sur le réseau social X, ajoutant qu'il allait, je cite, présenter dans les délais prévus le recours que la défense juge approprié. Jair Bolsonaro a été reconnu coupable d'avoir dirigé une organisation criminelle pour empêcher l'arrivée au pouvoir du président actuel Lula après qu'il a remporté l'élection présidentielle de 2022. Selon la plainte, ce projet de coup d'État prévoyait jusqu'à l'assassinat de son opposant politique. Jair Bolsonaro va rester détenu dans les locaux de la police fédérale de Brasilia, la capitale du pays. Âgé de 70 ans, il bénéficie d'une cellule équipée d'un climatiseur, d'une télévision et d'un réfrigérateur et échappe aux conditions plus dures des autres prisons du pays. Cinquième actu, l'ONU a appelé ce mardi les autorités du Nigeria, un pays d'Afrique de l'Ouest, à prendre, je cite, toutes les mesures légales nécessaires pour mettre fin aux enlèvements de masse qui se multiplient dans le pays. On en parlait en début de semaine, depuis le 17 novembre, 402 personnes, dont beaucoup d'élèves et de mineurs, ont été enlevées dans tout le pays. Depuis, seulement 88 ont été libérés ou ont réussi à s'échapper. Le dernier enlèvement en date s'est déroulé ce lundi soir dans l'état de Kwara, à l'ouest du Nigeria. 10 femmes et enfants d'un village ont été enlevés par des hommes armés et une seule personne a réussi à fuir les ravisseurs. Pour le moment, aucun groupe n'a revendiqué ces enlèvements, mais il rappelle ceux des lycéennes de Chibok en 2014. Un groupe djihadiste, Boko Haram, avait enlevé 276 lycéennes. En fait, depuis 2009, le Nigeria fait face à une insurrection djihadiste dans le nord-est de son territoire et parallèlement, des bandes criminelles lourdement armées, appelées localement bandits, procèdent à des attaques meurtrières dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, parfois accompagnées d'enlèvements pour obtenir des rançons. Sixième actu, un coup d'État a eu lieu ce mercredi en Guinée-Bissau, un pays d'Afrique de l'Ouest situé au sud du Sénégal. Des militaires ont annoncé prendre, je cite, contrôle total de la Guinée-Bissau et ils ont arrêté le chef d'État Umaro Sissoko Embalo. En fait, vers midi, des soldats armés ont fait irruption dans le palais présidentiel où ils ont également arrêté le chef d'état-major, son adjoint et le ministre de l'Intérieur. Le président a expliqué aux médias Jeune Afrique qu'aucune violence n'avait été commise alors que des coups de feu auraient été entendus aux abords du palais. Toujours selon le président, le coup d'État aurait été organisé par le chef de l'armée de terre. À noter que l'événement a eu lieu en pleine élection présidentielle. Le premier tour a eu lieu ce dimanche et le président sortant revendiquait 65% des voix, tandis que son opposant, Fernando Dias da Costa, affirmait lui aussi avoir remporté la présidentielle. Les résultats officiels étaient attendus ce jeudi. Le vote s'était déroulé sans incident majeur, mais l'opposition au président avait émis des suspicions de fraude. Septième actu, aucune preuve ne permettrait d'établir un lien entre l'exposition aux radiofréquences du téléphone portable et le développement de cancer, selon un rapport d'expertise collective de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, publié ce mercredi. En fait, en 2011, les radiofréquences avaient été classifiées comme cancérogènes possibles par le Centre international de recherche sur le cancer. Sauf que l'ANSES a estimé que les nombreuses études menées depuis cette année-là ne montrent pas d'augmentation du risque, même chez les utilisateurs les plus conséquents, et donc que les radiofréquences ne sont pas cancérogènes. Alors pour nuancer tout ça, l'agence recommande tout de même de poursuivre la recherche sur le long terme. Il est aussi recommandé d'avoir un usage raisonnable du téléphone portable, en particulier chez les enfants, car d'autres risques existent, comme le dérèglement du sommeil, l'augmentation du stress, ou encore sur la sédentarité, donc le fait de s'enfermer chez soi, loin des interactions sociales. Et on termine avec cette actu, 4 personnes ont été interpellées par la brigade de répression du banditisme de Paris ce mardi dans l'affaire du cambriolage du musée du Louvre. Parmi eux, un homme est soupçonné d'avoir fait partie du commando qui a volé les joyaux de la couronne au Louvre le 19 octobre. 3 personnes de son entourage ont aussi été arrêtées. Selon le parquet, sur ces 4 personnes en garde à vue, il y a 2 hommes de 38 et 39 ans, tous originaires de la région parisienne. Le principal suspect, déjà connu des services de police, a été arrêté en Mayenne et il a été placé en garde à vue pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Les 3 autres hommes suspectés d'avoir fait partie du commando de voleurs ont été mis en examen et emprisonnés. 2 autres complices, restés à l'extérieur, sont aussi recherchés. À noter que les bijoux d'une valeur de 88 millions d'euros n'ont toujours pas été retrouvés. Merci beaucoup Léa pour ces actualités. Alors je le disais, pour plus d'informations en lien avec ce qu'on évoque dans la une, notre bande dessinée Hugo Décrypte en Russie est toujours disponible. Je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.